Bonjour à tous, Bonjour. bonjour à tous. Toutes. Est-ce que vous nous entendez? On va commencer d'ici quelques minutes. On accueille les oui, je vois un pouce, donc super. On accueille les derniers participants. Super, merci Arnaud, merci Acer. Laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes et puis après on va commencer. On a une quinzaine de personnes. C'est normal, on laisse. OK. Que je vais autoriser la caméra pour les participants? Ouais, Ouais. Que je vais autoriser leur micro ou pas? non, à la fin. Mmh. OK. Bon bah, Par contre, je sais pas si ça enregistre. parfait. Je vous propose de commencer, il est 12h14. Donc effectivement, on est très ravis, de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Spark Lab, sur les modèles soutenables. En fait, ce webinaire s'inscrit dans la continuité de notre dernier événement du club Curiosity, qui avait lieu, le 22 février dernier, chez Framatome. Peut-être certains d'entre vous y ont participé. L'idée, c'est de faire, en quelque sorte, une séance de rattrapage, pour ceux qui n'avaient pas pu se libérer. Et donc, malgré les écrans qui nous séparent, on a souhaité avec Mathis et Alexandre faire un format qui soit quand même interactif et participatif. C'est pourquoi on utilise cet outil Mentimeter pour ceux qui connaissent. Donc, merci encore d'être présent pour ces 45 prochaines minutes et je vous propose de démarrer. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Pierre Bouillot, je suis responsable du pôle innovation et nouveaux business chez Spark Lab et je pilote plutôt les secteurs industrie et sport et je suis accompagné d'Alexandre Bonjour. qui est, mon homologue sur la partie secteur santé et mobilité et Mathis Bonjour. qui est, sur toute la partie innovation sociale et plutôt intelligence collective. J'aimerais introduire ce webinaire avec 2 messages. Le premier, c'est que cette notion d'impact et de soutenabilité, elle est finalement présente chez nous depuis le début, de l'aventure Spark Lab, notamment lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure Bicorp il y a 4-5 ans. C'était à la base une volonté des collaborateurs, de faire naître au sein de l'entreprise, ces sujets-là et qui, même est allé jusqu'à devenir entreprise à mission et donc c'est aujourd'hui des sujets qui, en plus de nous animer personnellement, nous anime donc personnellement, on anime nos clients aussi sur ces sujets-là. Et le deuxième message que j'aimerais porter, c'est plutôt un message d'humilité, car effectivement, on a conscience que faire évoluer un modèle d'affaires dans sa globalité, comme on va le voir aujourd'hui ensemble, eh bien, c'est un projet de transformation qui est ambitieux. Ambitieux pourquoi? Parce qu'il va toucher en fait à tous les pans, tous les métiers d'une entreprise, en plus d'être évidemment impulsé par un leadership de la direction. Donc avec ce webinaire et lors du Curiosity, on avait à souhait de mettre en lumière des entreprises qui s'y efforcent d'une quelconque façon et qui essaient, je dirais, d'aller dans un sens qui nous semble être le bon. C'est pourquoi vous verrez plus tard, nous allons vous présenter différentes initiatives. Quelques mots rapides sur Spark Lab, pour ceux qui ne sont pas encore familiers. Donc nous sommes une agence de conseil en innovation lyonnaise et on accompagne les entreprises dans la transformation positive de leurs offres, organisations et de leur culture, en innovation. On a, je dirais, une certaine vision de l'innovation dans le sens où, on a cette conviction que l'innovation est un processus social qui va réussir, lorsqu'un nombre croissant de parties prenantes vient s'engager par envie et par intérêt. Et donc finalement, l'innovation est un levier de la transformation, transformation dont je parlais précédemment, qui fait lien avec ce changement, cette redirection des modèles d'affaires dont on va parler ensemble. On a une conviction, c'est qu'on va relever ce défi de la transformation et de l'innovation de manière collective et créative. Et puis, je dirais,
on aime, lorsqu'on va accompagner nos clients, conjuguer acculturation et action entrepreneuriale, l'action éclairant, le mouvement éclairant la connaissance et l'exploration. Concrètement, on accompagne aujourd'hui nos clients sur 3 dimensions d'innovation qui sont à la fois complémentaires. La première, c'est celle que je pilote avec Alexandre, qui a pour but d'explorer et créer de nouvelles offres innovantes, produits, services et nouveaux modèles d'affaires pour en faire une réalité économique à impact positif. Le deuxième, qui consiste plutôt à définir la stratégie et à manager l'innovation, c'est comment on vient définir le cadre, le modèle de gouvernance, le modèle d'organisation qui va pouvoir favoriser en interne l'innovation ou l'entrepreneuriat dans vos organisations. Et puis, rapidement, le troisième, c'est plutôt comment on vient acculturer les collaborateurs à l'innovation, du très haut au très bas de l'entreprise, parce que c'est un sujet d'engagement, et donc comment on vient les rendre acteurs de l'innovation et de cette transformation au sein des entreprises. Donc, comme vous le voyez, on travaille essentiellement avec des ETI et des grands groupes, et puis chez Sparklab, on aime bien dire qu'on innove avec les mains, la tête et le cœur. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer, je dirais, par poser un langage commun. Qu'est-ce qu'on entend par modèle soutenable? De quoi parle-t-on? Je pense que le constat, il est partagé par la plupart d'entre nous tous. En fait, cette notion de transformation, elle est intimement liée au fait qu'aujourd'hui, le modèle économique dominant ces dernières décennies, plutôt un modèle dit extractiviste, qui va être basé sur l'extraction intensive de ressources et de production de déchets, finalement montre ses limites. Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution des océans en sont des conséquences finalement problématiques. Et donc, au cœur de ces défis, les entreprises, eux, ont un rôle et ont un besoin, voire une nécessité d'explorer et d'adapter de nouveaux modèles économiques et d'affaires. Et par modèle d'affaires, par nouveau modèle d'affaires, on entend une manière de produire, consommer, créer de la valeur qui répond, oui, à des besoins économiques, mais surtout à respecter l'environnement en assurant une équité sociale. Et donc, il s'agit de modèles économiques qui peuvent être maintenus à long terme sans épuiser les ressources naturelles ni nuire aux générations futures. On pourra même parler, si on va encore un cran plus loin, de modèles régénératifs, où là, l'idée, c'est de maximiser gérer les gains positifs. Mais là où la soutenabilité cherche à réduire les impacts négatifs et à préserver l'existant, la régénération, elle, va viser même à réparer, restaurer et améliorer les systèmes naturels et sociaux. Si on s'intéresse maintenant à la soutenabilité et finalement il y a peut-être deux notions de soutenabilité qui se décrochent. Une première notion de soutenabilité faible. Finalement, la soutenabilité faible, c'est l'idée que le capital naturel, ressources naturelles et écosystèmes peut être finalement remplacé par d'autres formes de capital. Capital humain, technologique, financier. Et cette approche, pardon, elle suppose que tant que la valeur totale du capital naturel plus construit reste constante ou augmente, la dégradation des ressources naturelles est acceptable. En gros, c'est dire qu'on peut compenser la perte des ressources naturelles par une augmentation du capital humain ou technologique. Ça, c'est la première typologie de soutenabilité. La deuxième typologie de soutenabilité, c'est la soutenabilité forte. Elle assume, elle affirme plutôt que le capital naturel et le capital construit ne sont pas interchangeables, comme vous pouvez le voir à l'image. Et donc, il existe des limites à la capacité de l'environnement à fournir des ressources et à absorber les déchets. Et donc, que la dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles doit être évitée, car ces éléments sont essentiels pour le bien-être humain et la survie à long terme. Cette approche, donc, peut-être dans une différence à l'autre, va favoriser en premier lieu la préservation des ressources naturelles et la nécessité de respecter les limites écologiques. Et donc, on comprend donc mieux maintenant la nécessité de faire pivoter nos modèles économiques d'affaires d'entreprise vers des modèles à soutenabilité forte en vue de ne pas dépasser ces limites planétaires environnementales. Si je peux caricaturer, le modèle à soutenabilité forte, il est plutôt préventif. On ne va pas toucher à ce qu'on ne peut pas réparer. Maintenant, j'aimerais illustrer par 4 exemples de modèles soutenables, plus ou moins forts, vous faire part de 4 modèles. Dans la suite du webinaire, on va rentrer beaucoup plus dans le détail et vous présenter des initiatives d'acteurs qui ont témoigné lors du dernier Curiosity. Mais ici, c'était plus pour redonner certaines notions clés, j'imagine, avec lesquelles vous êtes familiers.
Le première typologie qu'on pourrait mettre en avant, c'est cette notion de recyclage, pas au sens premier du terme, mais au sens où ça va venir être un fondement du modèle d'affaires et de la proposition de valeur de votre produit. Par exemple, on pourra prendre l'exemple de Salomon qui a développé une chaussure de ski qui va pouvoir être recyclée en fin de vie et les matières plastiques qui sont issues de ce recyclage vont pouvoir être réinjectées derrière dans dans la conception, la fabrication, pardon, des nouvelles chaussures de ski. Il y a d'autres exemples comme Tisu dans le secteur de la décoration d'intérieur qui fait une sorte d'upcycling, du réemploi d'anciens matériaux de construction pour créer du mobilier unique à destination des entreprises. Et enfin, un acteur qui s'est distingué lors des derniers JO, puisqu'il a pu être mobilisé pour faire tous les sièges, si je puis dire, des stades éphémères. C'est un acteur qui s'appelle Le Pavé, dans le secteur de la construction, qui réutilise aussi, pareil, tous les chutes de plastique des sites de construction et qui va les transformer en mobilier urbain ou mobilier de maison. Ils font par exemple des bacs à douche, des crédences ou encore ces sièges dont je parlais. Et en fait, chaque mobilier est unique parce qu'il a des tonalités, il a des pigments et des textures qui sont assez différentes. Et ce sont des objets qui sont bien appréciés des architectes. Le deuxième modèle, il commence à être de plus en plus connu et favorisé, c'est celui de la seconde vie. À la fin de la première vie du produit qu'on a mis sur le marché, on va essayer de lui trouver une seconde vie avec cette même valeur d'usage. On n'est plus dans le côté recyclable où on ne pouvait plus assurer une même valeur d'usage, on est obligé de la dégrader, d'où le réemploi, d'où le recyclage. Ici, on maintient pardon, la valeur d'usage de cette première vie. Et donc, des exemples, il y en a plein, aussi bien de plateformes comme Back Market sur lesquelles vous achetez peut-être vos téléphones, ou plus spécialisées dans le secteur du sport que je connais bien, Everride, qui vise à mettre en relation des particuliers pour revendre du matériel outdoor en bon état. Et puis des acteurs plutôt qui ont émis des initiatives internes comme Petit Bateau, qui à la fois dans les magasins physiques et aussi dans les magasins digitaux, dans leur site web, revend en fait des pièces parce que ils s'étaient rendu compte que Vinted ou Le Bon Coin en fait venaient leur prendre une partie de ce business-là et eux voulaient préserver leur image de marque, la confiance, l'authenticité des pièces et assurer aussi la maintenance des pièces qui pouvaient être remises en état. Et puis Olot, un de nos clients aussi, qui a créé un service en fait de revente des nacelles. Olot est spécialisé dans les nacelles de chantier pour que en fait des nacelles auprès des locataires, des loueurs pardon, qui peuvent être remis sur le marché de la seconde main, peuvent être reconditionnés pour être revendus. Le troisième exemple, qui est plus encore en profondeur, c'est on va parler là d'économie de la fonctionnalité. On va en fait partager l'usage, on est dans l'économie de l'usage, et lors de la première vie du produit qui a été pensé nativement pour cet usage partagé, on va venir maximiser cette première vie. Et donc on n'est plus dans l'économie de la vente, on est dans l'économie d'usage. Différents exemples que je peux illustrer, Cityd, qu'on utilise nous au quotidien chez Sparklab, c'est une flotte de véhicules partagés. Elis dans le secteur du nettoyage de vêtements qui en fait vend aux professionnels une solution clé en main et sur tout le cycle de vie du produit depuis la distribution jusqu'à la maintenance et la fin de vie pour je dirais promouvoir en fait une fonction d'usage du vêtement auprès des professionnels. Et puis Michelin, j'ai vu quelques participants de chez Michelin qui connaissent par cœur Michelin Fleet Solution, qui est une solution à destination des transporteurs routiers, où en fait Michelin pardon, vient fournir des pneus et assurer en fait toute la continuité dans le cycle de vie du produit pour maximiser, optimiser en fait à la fois le rendement économique pour les transporteurs de flotte, mais aussi la durée de vie du produit pour qu'il fasse au maximum de kilomètres jusqu'à ce qu'il soit après réintroduit, enfin recyclé et réintroduit dans d'autres sources de valorisation. Et puis, pour terminer, avant qu'on rentre avec Alexandre dans les actions et les initiatives concrètes qui avaient été exposées lors du Curiosity, ce qu'on appelle les nouveaux services hybrides, où on vient hybrider à la fois en fait un modèle de seconde vie, de recyclage ou d'économie de la fonctionnalité. En fait, il y a 4 grandes questions qu'il faut se poser dans ce cas. La première question, c'est concrètement comment on vient allonger au maximum la durée de vie des produits dans leur première vie, grâce
en amont à l'éco-conception, au travail sur la réparabilité et à du coup, dans le cycle de vie premier, tout l'écosystème de maintenance et de réparabilité qui est inclus dans le modèle. Comment on organise au mieux l'usage partagé, sur quels produits cela fait sens et dans quelle mesure la cible est prête justement à aller vers ces sujets-là. Quel service pour faciliter la réutilisation ou la revente, comme dans l'exemple de Holot? Et finalement, quel service pour maximiser à la fin, lorsque la première vie, la deuxième vie, sont terminées et on peut plus avoir cette même valeur d'usage, eh bien, comment on vient revaloriser une partie ou finalement le matériau en lui-même? Donc voilà, c'est quelques exemples pour vous illustrer ce qui peut être fait. On va aller encore un peu plus loin dans le concret, et je vais passer maintenant la main, à Alexandre pour faire un retour sur les initiatives du Curiosity. Merci Pierre. On va passer maintenant à une partie un peu plus interactive dans ce webinaire. Effectivement, quand on parle de modèle économique soutenable, on a souvent tendance à penser à de grandes idées, de grands projets, mais concrètement, sur le terrain et dans les entreprises, ce sont des arbitrages, des dilemmes et parfois des choix inconfortables qui doivent être faits. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger avec nous ensemble dans ces choix réels au cœur des entreprises et d'essayer de jouer un jeu plutôt subtil qui est «Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place?» Donc très simplement, tout va se passer sur Teams. Vous aurez à votre écran un deuxième petit écran qui prend la forme d'un smartphone, pardon, et sur lequel vous allez pouvoir choisir la réponse parmi celles qui seront proposées. L'idée ici, c'est d'essayer de retranscrire au mieux ce qui a été dit par les acteurs que vous voyez à l'écran, hein, donc Decathlon, Interface, Framatome et Biomérieux lors du Curiosity, en vous proposant du coup un défi auquel ils ont été confrontés et des solutions possibles. Et donc, comme je disais, le but du jeu, ça va être d'essayer de trouver la réponse qui a été, ou en tout cas la solution qui a été choisie par l'entreprise correspondante. Je vous propose de commencer avec un cas très parlant. Que fait une entreprise Framatome quand la ressource qu'elle utilise au quotidien, l'eau, devient de plus en plus rare? Framatome a dû faire un choix, et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Donc la question qu'on se pose, c'est comment assurer un accès à l'eau, même en cas de sécheresse? Ici, 4 solutions sont possibles. Forer un puits et pomper l'eau souterraine, construire des bassins géants en béton pour stocker l'eau du cours avant les sécheresses, déployer un système de captation et de stockage des eaux de pluie permettant une autonomie de plusieurs mois, et enfin maintenir la consommation actuelle et lancer en parallèle un programme R&D visant à réduire l'utilisation de l'eau dans les processus industriels. On se laisse une petite minute pour voter. Et je vous expliquerai un petit peu les bénéfices et inconvénients de chaque solution avant de vous dire quelle a été la solution choisie par Framatome. Framatome, peut-être pour compléter, s'il y en a qui ne sont pas au fait de qui est cet acteur, c'est un acteur qui travaille autour de l'énergie nucléaire et notamment de la mise en place de processus industriels et de processus autour du bâtiment, donc des centrales. Donc c'est un acteur qui tourne autour de l'industrie, donc cette question de l'eau et de l'utilisation en eau dans leur processus, elle est assez cruciale pour eux. Merci Mathis pour la précision, c'est vrai que j'ai oublié de préciser qui était Framatome. Allez, encore Que 30 petites secondes maximum. Globalement, on a un duel entre le système de captation et la solution R&D. on a 9 votes sur 14 personnes. Est-ce que tout le monde a répondu? N'hésitez pas à indiquer dans le chat si vous avez des problèmes pour accéder à la fonctionnalité de vote. Donc effectivement, là, on avait 4 solutions, et avant de passer à celle qui a été choisie par Framatome, la première, hein, donc forer un puits et pomper l'eau souterraine, ce n'est pas la solution qui a été choisie par Framatome, hein, bien que ça ait quelques avantages, ça sécurise l'approvisionnement en eau de façon très temporaire. C'est une solution qui est largement éprouvée. Néanmoins, on connaît les impacts désastreux que ça peut avoir sur les nappes phréatiques, pardon, avec un risque bien évidemment d'épuisement des ressources locales et très certainement un conflit d'usage avec les autres acteurs du territoire. On pense notamment aux agriculteurs et aux communes. La deuxième possibilité, c'était de construire des bassins géants en béton pour stocker l'eau du cours d'eau avant les sécheresses. Alors ça, c'est plutôt une fausse bonne idée, hein. Ça permet effectivement un stockage massif, mais qui peut aggraver la pénurie pour les villages environnants. Et ça engendre surtout et avant tout
dégradation du cours d'eau qui entraîne du coup une dégradation flagrante et très rapide de la biodiversité qui séjourne, on va dire, autour du cours d'eau. Une solution possible, qui est plutôt liée à la soutenabilité faible, aurait été de choisir effectivement le programme R&D. Pourquoi soutenabilité faible? Ici, on parle plutôt d'une solution technologique à moyen terme sans vraiment changer immédiatement la pratique. Donc le problème est plutôt traité comme une question technique qui sera résolue finalement ultérieurement. Donc si on reprend un peu la définition que Pierre a posée au début de ce webinaire, on est plutôt dans des solutions dites de soutenabilité faible. Et donc vous l'avez compris, et vous avez été plusieurs à répondre juste à cette question. Alors, je vais essayer de passer la slide. Framatome, du coup, a décidé de déployer un système de captation et de stockage des eaux de pluie. Plusieurs avantages, du coup, à cette solution. Bien évidemment, les résultats directs, hein, ça leur a permis d'être autonomes en eau pendant 3 mois, si besoin, bien évidemment, en fonction des sécheresses et des aléas climatiques et météorologiques, et de moins impacter les agriculteurs proches. On n'est pas dans la solution idéale, mais on est sur une solution qui permet effectivement de prendre en compte les autres acteurs et parties prenantes, que ce soit des humains vivants du vivant qui n'est pas humain, pardon, et d'avoir un impact moins conséquent sur ces populations qui environnent le cours d'eau et le territoire. Il y a plusieurs défis à choisir des solutions de ce type, c'est qu'il faut s'assurer, du coup, comme je disais, d'un gain et d'une balance juste entre un impact environnemental direct et indirect, avec bien évidemment une contrepartie qui est l'artificialisation des sols, et donc un impact sur la biodiversité et la distribution des eaux à une échelle très locale. Un deuxième défi, c'est de conserver la qualité de l'eau qui est stockée, parce que pour son process industriel, Framatome a besoin d'une eau pure. D'où l'idée d'enterrer des systèmes de stockage d'eau avec disposition de filtres. D'accepter aussi l'idée qu'il soit nécessaire d'avoir un investissement initial conséquent avec des retours qui sont plutôt à long terme. Et enfin, ben, on a bien évidemment des défis réglementaires et des défis territoriaux parce que ce site industriel est intégré à un territoire sur lequel parfois, il peut y avoir des conflits d'usage. Donc, c'est toute une question d'arbitrage qui a lieu plutôt au niveau public et politique. Je vous propose maintenant de passer dans un deuxième cas, plutôt focalisé textile avec la marque Decathlon. On va plutôt parler ici donc de la matière première. Je suis sûr que vous vous souvenez d'un pull que vous avez probablement acheté récemment et que vous adorez, mais qui a peut-être coûté un peu cher à la planète. Le sujet ici, c'est comment est-ce qu'on peut mieux produire sans se contenter d'un simple changement d'étiquette. Decathlon a tenté quelque chose de plus profond. À votre avis, quelle a été leur approche concernant le défi suivant? Comment réduire l'empreinte environnementale des produits textiles? 4 possibilités s'offrent à vous. L'utilisation de polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique ou de déchets textiles. Développer une filière de laine produite à partir d'une agriculture régénérative. Afficher l'impact environnemental sur les produits et laisser le choix aux consommateurs. Et enfin, remplacer les matières textiles par du coton bio. De la même façon, on se laisse une toute petite minute pour voter et je vous laisse la main. On avait aussi une question d'Arnaud, donc je reviens juste sur l'exemple d'avant qui disait un combo avec les deux serait la solution idéale. Donc effectivement, d'avoir à la fois un programme de R&D pour chercher des solutions techniques et de mettre en place cette solution de captation des eaux. Effectivement, l'idée est assez bonne. Il faut savoir ensuite arbitrer, puisque dans les deux solutions, il y a énormément de ressources qui doivent être déployées, tant pour de la R&D que pour de la construction. Donc je pense que il y a eu un choix chez Framatome de dire où est-ce qu'on met nos ressources. Donc je pense que ça, c'est une première question. Enfin, un premier élément de réponse. Et effectivement, donc nous, on n'a pas la solution idéale. On présente des solutions qui sont possibles, qui pourraient exister dans le monde, enfin en tout cas dans l'histoire, et la solution que eux ils ont choisi de déployer. Mais en tout cas, la question effectivement est bonne de se dire est-ce qu'on peut pas trouver des synergies entre ces différentes solutions et en fonction évidemment de la ressource qu'on a à disposition. Peut-être que vous voulez Si, compléter. effectivement, tu fais bien de le dire, c'est ce qu'on disait au début, c'est que il y a forcément des grandes initiatives et des solutions idéales qui sont à penser. Là, néanmoins, on parle de pistes qui ont été explorées, qui ne sont pas forcément les solutions idéales, mais qui sont des premiers pas qui permettent d'améliorer considérablement la solution par rapport au constat initial dans lequel l'entreprise était plongée. Bien évidemment, on pourrait prolonger, on va dire, les échanges sur quelle serait la solution idéale. Malheureusement, on n'a pas
On n'a pas de réponse magique à cette question aujourd'hui, on ne se prétend pas non plus l'avoir, mais c'est des bons commentaires. Donc, mais si vous avez des idées supplémentaires d'ailleurs, ou si votre entreprise a été confrontée à des cas similaires, n'hésitez pas à l'indiquer dans les exemples, pardon, dans le chat. Ça pourra faire office d'une conversation à la suite de ce webinaire, dans la partie questions-réponses. En tout cas, Vous sur allez la dire solution ouais, côté Decathlon, je vois qu'on a l'unanimité de l'audience. C'est un 10 sur 10 ou 14. On attend peut-être les derniers qui votent. Ouais, je pense qu'on peut passer. Effectivement, donc, première solution possible, hein, la solution, on va dire, classique dans ce secteur d'activité, c'est d'utiliser du polyester recyclé issu de bouteilles en plastique. Alors, c'est bien parce que c'est a priori facilement industrialisable, ça conserve des coûts bas qui permet du coup d'intégrer un matériau recyclé dans la chaîne de production sans finalement perturber trop les processus existants. Là, je ne m'avance pas trop sur ce sujet. Néanmoins, ça ne réduit pas finalement la dépendance au plastique, même s'ils sont recyclés. On va toujours avoir une libération, par exemple, de microplastiques lors du lavage, et finalement, ça n'engage tout ça aucune transformation du modèle linéaire qui est de produire, consommer et de jeter. Deuxième solution, c'est passer au coton bio pour tous les textiles. Donc là, on va changer de matière sans repenser le modèle. Donc effectivement, on a peut-être moins d'usage de pesticides et d'engrais chimiques qui sont perçus comme peut-être aussi plus naturels pour les consommateurs. Donc on vient aussi ici capter un bénéfice lié à l'image de marque. Néanmoins, on va consommer parfois, et souvent c'est même souvent le cas, énormément d'eau et de surface agricole. Donc c'est pas une solution qui est déployable et duplicable à l'échelle de toute l'industrie, ne serait-ce même qu'à l'échelle de tout Décathlon. Le coton reste, faut pas oublier, une culture qui a un fort impact environnemental. Donc ça semble être une alternative durable, mais dans les faits, ça ne remet pas en question la dynamique de production de masse, et on le verra, c'est une des questions qu'il faut aussi adresser. Troisième solution, c'était celle de développer des textiles innovants et d'afficher du coup l'impact environnemental des produits. Bon, bah ça, c'est intéressant, ça permet effectivement aux consommateurs de faire des choix plus éclairés. Ça peut peut-être aussi inciter à privilégier des produits plus responsables. Néanmoins, ça ne change pas du coup forcément les habitudes de consommation de la part des consommateurs. Et surtout, c'est aussi peut-être transférer la responsabilité de l'entreprise vers le consommateur. Et on le verra, il y a forcément un arbitrage, un curseur à placer, mais là, on va plutôt avoir tendance à placer le curseur de la responsabilité, c'est celle du consommateur. Donc, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et vous avez été à l'unanimité, vous avez voté pour développer une filière de laine produite à partir d'une agriculture régénérative. C'est effectivement la solution qu'a choisie Decathlon pour ce cas très précis. Ils se sont associés à des éleveurs pour développer un élevage, un élevage avec une rotation des pâturages qui permettait du coup d'assurer un approvisionnement en laine avec un impact réduit et avec un impact pour les espaces naturels sur le long terme. Le problème avec ce défi, c'est que ça marche bien à petite échelle. Ça permet de rendre la soutenabilité accessible avec des matières premières plus chères. Donc, quid du coût final? Est-ce que c'est l'entreprise qui l'absorbe? Est-ce que c'est le client qui le paye? Et on a aussi ce souci de déployabilité à l'échelle de l'entreprise dans son entièreté, sur toute sa gamme textile, c'est-à-dire qu'il est très difficile avec ce modèle de passer 100% de sa production avec ce modèle de laine générative, parce que forcément ça prend beaucoup plus de place, ça prend aussi beaucoup plus de temps que pour une agriculture classique. On pourra creuser un peu le sujet de Décathlon si vous souhaitez, plutôt dans la partie questions et réponses. J'aimerais vous emmener, je vois que le temps passe, sur un troisième cas, plutôt intéressant si on arrêtait de vouloir finalement tout changer, pour plutôt faire durer ce qu'on a déjà. Donc c'est le pari qu'a tenté Interface, c'est un acteur de sol enfin qui propose de la vente et de la pose de sol et de moquettes pour les entreprises. Car oui, même la moquette peut devenir un terrain d'innovation circulaire. Finalement, 4 options ont été envisagées par Interface, et l'une de ces options pourrait effectivement bousculer les usages que l'on a actuellement avec ce type de produit. Donc le défi, c'est comment augmenter la durée d'utilisation des produits. Effectivement, alors si je peux rajouter une Oui, petite chose, Interface, c'est un acteur qui s'est engagé justement dans ces soucis de soutenabilité depuis les années 90, 96, c'est je ça. crois, peut-être. Et sur toute la partie technique, ils ont réussi à déjà beaucoup faire tomber l'impact individuel de leur moquette. Donc finalement, le côté éco-conception, ils n'avaient plus beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de se tourner vers d'autres utilisations, d'autres pistes pour diminuer l'impact de leurs produits et notamment cette augmentation de la durée de vie. Merci Mathis, tu spoil presque la réponse. 4 solutions du coup étaient proposées à Interface, hein. Développer une offre de sol de seconde main, développer des systèmes de dalles modulaires
remplaçables individuellement sans changer l'ensemble du revêtement. Donc, on vient juste changer ce qui nous intéresse. Inciter les clients à retourner leur ancien sol en échange d'une réduction sur un nouveau produit. Et enfin, améliorer la résistance et la facilité d'entretien des matériaux pour allonger leur durée d'utilisation. Je vois que le temps passe, donc on va se laisser 30 petites secondes cette fois-ci pour les votes. Ça va être rapide. Je vous laisse prendre la main là-dessus. Les réponses sont un peu plus hétérogènes ici. Ok, donc on est presque à un tiers, un tiers, un tiers sur 3 réponses. Mhm. Une réponse semble se départager. Effectivement, donc la première chose qu'on pourrait penser, c'est améliorer la résistance et la facilité d'entretien des moquettes pour allonger finalement leur durée de vie. Avantage, c'est qu'on est sur une solution type R&D, pas de changement d'usage pour le client, on améliore aussi in fine, un peu comme avec les exemples qu'on avait eus pour Decathlon et autres, la satisfaction du client, ça réduit peut-être aussi, ça pourrait réduire en tout cas la fréquence de remplacement, donc c'est une bonne première étape. Néanmoins, ça ne remet pas en cause la question du modèle linéaire de consommation. Allonger la durée de vie d'un produit n'empêche pas sa mise en décharge après son usage. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche ici à trouver, pardon. Inciter les clients à retourner leur ancienne moquette en échange d'une réduction sur un nouveau produit, personne n'a choisi cette solution. Effectivement, ça peut encourager le retour des produits usagés et limiter le gaspillage. Néanmoins, ça incite toujours à l'achat du neuf. Ça ne change pas, encore une fois, cette logique de remplacement systématique. Une solution pour laquelle vous avez été nombreux et nombreuses à voter, proportion gardée, développer des systèmes de dalles ultra-modulaires remplaçables individuellement sans changer l'ensemble du revêtement. Donc là, on est sur une solution de soutenabilité faible, hein. Ça permet d'éviter de remplacer toute une surface entière quand une seule partie est usée. Donc on réduit potentiellement grandement les déchets et on prolonge du coup la durée de vie du sol qu'on décide de garder. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne change pas la dynamique de production, on ne change pas la dynamique de consommation et ça peut donner une fausse impression de durabilité alors que la production totale de matériaux neufs peut rester quant à elle élevée. La solution qu'a choisie Interface d'essayer de développer, c'est de récupérer les dalles pour les nettoyer, puis de les réinstaller ailleurs, donc de faire de la seconde main, ou si elles sont trop abîmées, de les recycler. C'est très avantageux, mais il y a de nombreux défis dans le choix de cette solution, surtout dans ce secteur d'activité. C'est qu'il faut principalement réussir à faire adopter aux clients un changement d'usage. Et ça, c'est le principal mur auquel est confrontée Interface. Ça nécessite aussi de prévenir Interface quand on va changer une moquette, alors que souvent, il y a des prestataires et des tierces qui interviennent dans ce genre de remplacement de sol, et donc Interface n'est pas systématiquement prévenue et ne peut pas prévenir son client qu'une solution de seconde main est possible. Et enfin, on peut rentrer aussi dans une sorte de cannibalisme avec ces autres business models qui sont ceux de la production et de la pose de sol neuf. Donc il y a aussi tous ces arbitrages à prendre en compte. La solution est très alléchante, mais fait face en tout cas aujourd'hui à de nombreux défis. Et sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans ce dernier cas, et pas des moindres. Le plastique à usage unique, c'est déjà un sujet, et en plus dans le domaine médical. Donc, vous imaginez le défi. On ne peut pas forcément tout réutiliser, mais on ne peut pas non plus se permettre de tout jeter. Donc, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Biomérieux a tenté une solution ambitieuse face au défi suivant. Comment limiter l'impact de produits plastiques à usage unique? 4 solutions proposées ici. Optimiser légèrement l'épaisseur et la quantité de plastique des produits actuels pour réduire les déchets. Passer massivement à des plastiques biosourcés à usage unique. Développer des produits en plastique recyclés ou recyclables. Et enfin, créer une filière de recyclage en boucle fermée permettant de récupérer, désinfecter et réutiliser le plastique issu des produits usagés. Allez, on se laisse 30 Je vois que les petites votes sont secondes. partis. Parfait. Ah, vote différent. Allez, je pense qu'on peut démarrer. Effectivement, la première option envisagée, réduire l'épaisseur et le poids des produits en plastique à usage unique. Donc, ça demande un peu de R&D. C'est une solution, pardon, qui ne modifie pas les process clients, ou en tout cas pas trop, qui ne vient pas aussi
se confronter aux normes et à la réglementation, et on a une réduction immédiate des déchets plastiques générés. Donc c'est une solution très intéressante. On a une réduction de l'impact environnemental importante, mais le plastique reste à usage unique. Donc on n'apporte pas de solution circulaire. Deuxième option, remplacer les plastiques pétrochimiques par des plastiques d'origine végétale, hein, par exemple amidon, PLA, etc. Intéressant parce que réduction de la dépendance aux ressources fossiles, perception plus écologique du produit, attention à ne pas tomber aussi dans la communication type greenwashing. Le problème, c'est que là encore, on ne change pas finalement la logique d'usage et certains plastiques biosourcés nécessitent des conditions spécifiques de compostage qui ne sont pas toujours accessibles dans un environnement médical. Donc il faut non seulement penser à la conception de son produit, à l'usage et à la fin de vie de son produit. Ici, dans le domaine médical, c'est quelque chose de très compliqué. Développer des produits en plastique recyclé ou recyclable, bon, je vais passer assez vite là-dessus, hein, c'est intéressant parce qu'on réduit effectivement la demande en plastique vierge. C'est plutôt facile à faire accepter auprès des clients, quoique dans le domaine médical, il y a cette question qui se pose un peu plus qu'ailleurs. Problème, c'est que le recyclable ne veut pas dire recycler. Si aucune filière spécifique n'est créée, finalement, ces produits risquent d'être incinérés ou mis en décharge. Donc, on a potentiellement un impact qui n'est pas très positif. Et finalement, Biomérieux a choisi, du coup, une solution audacieuse qui est de développer une filière de recyclage du plastique médical. Je vais afficher ça tout de suite et donc de diminuer l'impact de ces produits tout en assurant la création, oui, d'une filière robuste qui est moins soumise aux aléas des enjeux pétroliers et donc de la création de plastique à partir de la pétrochimie. Le problème, c'est qu'on a ici plusieurs défis. Le premier défi qui est technique. Biomérieux n'est pas expert de ce genre d'usage et de solutions et sont donc très dépendants potentiellement des partenaires et donc de leur écosystème externe. Et c'est super intéressant, c'est que quand on part sur des modèles de soutenabilité forte, on dépend fortement de son écosystème. C'est pas quelque chose dans lequel on peut faire jeu seul. On doit s'entourer et on doit coopérer avec les parties prenantes de notre écosystème. Deuxième défi, du coup, c'est loin du cœur métier de Biomérieux. Ça nécessite des compétences clés, des activités clés. Tout est nouveau et ça questionne aussi le rôle de Biomérieux au sein de la filière de recyclage nouvellement créée. Et en plus, on a là aussi des habitudes et des croyances clients liées à, on va dire, la pureté du plastique et à sa propreté, notamment dans les domaines médicaux. Je vais terminer pour cette partie de présentation de cas d'usage, mais on pourra y revenir dans les questions-réponses et je vais conclure avant de passer la main à Mathis. Tout ce qu'on a vu là, c'est des initiatives qui sont très positives parce qu'on montre que des entreprises explorent, testent, s'engagent, parfois même sur des sujets à contre-courant de leur logique métier actuelle, mais il ne faut pas que ça s'arrête là parce que le problème n'est pas tant technique, technologique ou organisationnel, il est aussi culturel, sociétal et social. Et donc, recycler des produits, allonger la durée de vie des objets, changer des matériaux, c'est bien évidemment des étapes fondamentales, mais il ne faut pas oublier que ça doit s'accompagner d'un questionnement plus profond sur finalement quel est notre rapport vis-à-vis de la consommation, vis-à-vis de l'impact de nos activités sur notre environnement et aussi vis-à-vis de notre besoin et de notre nécessité à innover. Et ces entreprises montrent qu'il est possible de faire autrement, et c'est très puissant, très positif, mais pour que ça s'inscrive dans la durée, il faut considérer la soutenabilité pas comme une simple variable d'ajustement, mais comme un cap à tenir par toute l'entreprise. Et dans un deuxième temps, il faut considérer la sobriété, la coopération, le soin qu'on va apporter au choix des matières premières comme étant un choix de société, et pas juste des leviers de performance et des KPI. Et pour que ces initiatives permettent de vivre, on peut déjà commencer par se questionner soi-même et questionner son entreprise sur ces sujets. Et j'ai beaucoup trop parlé, je vais laisser maintenant la main à Mathis qui va vous permettre de vous questionner justement sur ces sujets. Merci. Effectivement, donc tu as parlé d'engagement, de mise en action, et c'est exactement ce qu'on veut faire maintenant. Donc, chez Sparklab, on aime bien repartir, enfin, on aime bien que vous repartiez en tout cas avec quelque chose, un peu de concret, une mise en action. La première question qu'on aimerait aujourd'hui que vous posiez, c'est quoi le niveau de maturité de mon entreprise au sujet de la soutenabilité? On a prévu 4 catégories. Est-ce qu'on n'a aucune action en cours ou prévue? Est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit à des actions, mais finalement, on a du mal à les concrétiser? Est-ce qu'on a plusieurs actions qui sont en cours, qui sont déjà lancées, ou est-ce que finalement toute notre entreprise est engagée dans cette transformation, dans cette transition? Je vous laisse vous positionner sur cette échelle. Ouais, je vois, ça part des votes et revotes.
On voit quand même que majoritairement que vous avez lancé des actions, ce qui est assez positif Mhm. sur vos structures et sur vos écosystèmes en règle générale. On va peut-être passer à la suivante, je vois que les votes sont arrêtés. Du coup, maintenant qu'on s'est posé un peu cette question du positionnement, la deuxième grande question, c'est aujourd'hui, quels sont vos problèmes autour de la soutenabilité? Est-ce que vous avez une grosse dépendance à une matière première? Donc, on l'a vu par exemple pour le plastique, la soutenabilité, ça peut être une manière de sortir de cette dépendance au plastique. Est-ce que mon entreprise, elle a un impact trop important sur mon écosystème? Ça peut être le cas de Framatome. Disons, en cas de sécheresse, mon impact sur mon environnement proche et sur les sociétés proches, elle est trop importante. Est-ce que j'ai un manque d'engagement de ma gouvernance? Est-ce que j'ai du mal à les engager dans cette transformation? Est-ce que j'ai pas les compétences en interne dans mon écosystème? Est-ce que j'ai des mauvais indicateurs de suivi? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, mes objectifs sont seulement financiers, donc c'est compliqué ensuite de venir rajouter sur ces indicateurs financiers des indicateurs plus de soutenabilité? On a aussi la question des contraintes réglementaires. Ça peut être le cas de Biomério, donc dès qu'on est sur du médical, les contraintes sont très lourdes. Donc finalement, changer le modèle, ça veut dire changer toute la chaîne de valeur, changer les habitudes, changer les contraintes. Est-ce que mes clients ne sont pas prêts à changer leurs habitudes? Ça aussi, il peut y avoir plein de raisons, possibles. Ça peut être, soit pour des raisons, esthétiques, soit pour des raisons de facilité, de confort. Ou, est-ce que le ROI de mes offres est trop faible? C'est-à-dire, est-ce que mon retour sur investissement direct est trop faible? Donc dès que j'essaie de lancer quelque chose de soutenabilité, on m'impose en fait des objectifs qui sont à court terme et j'ai du mal à faire, rentrer des changements sur le long terme. Évidemment, donc comme l'a mis dans le chat Alexandre, nous, c'est une proposition, on en a mis 9, mais si vous avez d'autres idées d'actions que vous avez mises en place ou que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat, pour que ça puisse un peu inspirer tout le monde. Effectivement, là, on voit que la difficulté, je dirais, qui est la plus plébiscitée, c'est celle du fait que les clients, finalement, et ça, ma question à vous, ça serait de savoir dans quelle mesure vous avez pu le tester, mais vous ressentez qu'il y a un frein à ce changement de comportement et psychologique. Et effectivement, c'est peut-être là un des éléments clés quand on veut rediriger son modèle économique, notamment sur des axes de seconde main. Est-ce qu'ils sont prêts justement à réutiliser des objets qui l'ont déjà été par le passé dans l'économie de la fonctionnalité? Est-ce que vos clients sont prêts à partager l'usage avec d'autres et à s'engager et sur quels critères? Donc, merci de ce partage. Et puis les deux autres, les trois autres, pardon, cette grosse dépendance à une matière première, on pourrait revenir aussi dans les questions. Ce manque de compétences en interne et dans notre écosystème, on l'a dit en préambule, pivoter vers des modèles économiques soutenables impose de venir adresser l'ensemble des compétences métiers en interne, mais aussi, Alexandre le disait, de venir solliciter vos écosystèmes de parties prenantes dans vos chaînes de valeur et filières. Donc ça, je m'entends aussi. Et puis parfois des ROI, effectivement, la difficulté quand on vient explorer ces nouveaux modèles économiques, c'est d'arriver à poser, parfois on nous demande de poser des ROI très tôt, et c'est compliqué puisqu'on explore un nouveau chemin. Par contre, la notion d'équilibre économique doit être pris dans la balance très rapidement. Parce que, juste un exemple, et après on passera à la question, sur la partie économie de la fonctionnalité, si on n'inclut pas dès le départ la notion de maintenance, en fait, on peut se rendre compte, comme si vous connaissiez Swapfit, les vélos en libre-service, en fait, ils ont périclité à cause du fait qu'ils n'avaient pas anticipé des frais de maintenance aussi élevés de la part de la communauté, et donc leur modèle économique ne tenait pas, même s'il y avait des vertus écologiques et sociales. Le temps file, donc on va juste continuer. Et la dernière étape, du coup, maintenant qu'on a un peu notre positionnement, nos problèmes, c'est quoi les prochaines actions que je compte mettre en place pour faire bouger les choses? Donc on a mis engager une discussion avec la direction pour les sensibiliser à ces questions, rajouter des indicateurs de soutenabilité, donc dans nos objectifs, par exemple, rejoindre un réseau, que ce soit des clusters, des associations, des mouvements. Il y a aujourd'hui plein de réseaux qui peuvent vous permettre de progresser sur ces sujets-là, d'échanger sur ces sujets-là. Faire un diagnostic de l'impact de mon activité sur mon écosystème, ça peut être aussi une bonne manière de commencer en disant: «Où sont mes faiblesses? Où sont mes impacts majeurs? Sur quoi je peux venir travailler?» Venir au prochain Curiosity pour discuter de ces sujets en présentiel, que ce soit avec nous et on sera très content de vous accueillir, ou que ce soit avec d'autres acteurs qui viennent à ces Curiosity et qui se posent finalement les mêmes questions que vous, et qui ont mis ou non déjà des choses en place. On voit qu'il y a déjà une personne, donc on vous attendra au Curiosity. On a votre nom et votre prénom. Super.
Voilà, et s'il y a d'autres choses, encore une fois, n'hésitez pas. On va se laisser vraiment 15 secondes et après, on passera aux questions-réponses. On est 5 minutes. Effectivement, il y a l'air d'avoir pas mal de gens motivés par le diagnostic, qui effectivement est un bon point de départ aussi pour savoir où est-ce que je peux agir, sur quel point. Et on a déjà 2 personnes pour notre prochain Curiosity. J'en profite pour le dire, les Curiosity sont souvent à Lyon, mais par exemple là, on en a un qui est à Paris, donc on va essayer de le faire dans d'autres villes en France. Donc si jamais vous Et un autre à pouvez, Bordeaux et aussi. un autre à Bordeaux Mhm. qui est en préparation. Donc le format s'exporte hors d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc si vous n'êtes pas enfin, en Auvergne-Rhône-Alpes, sachez que vous pouvez quand même participer à des Curiosity et que Mhm. c'est en train de se développer. Et je vais passer juste à la suite. Donc, en particulier pour les 2 personnes qu'on dit qui viendraient, le 15 avril, c'est le prochain Curiosity, c'est sur les modèles d'organisation inspirés du vivant. Vous avez la billetterie ici, vous pouvez la retrouver aussi en nous suivant sur LinkedIn notamment. Sur Spotify, vous pouvez retrouver notre podcast L'étincelle, donc vous pouvez soit scanner, soit le retrouver. Il y a plein de sujets qui sont traités, il y a notamment des sujets autour de la soutenabilité, donc si vous avez besoin à un moment d'informations ou de données, vous pouvez aller piocher. C'est disponible et gratuit. Et ici, vous avez nos adresses mail et nos numéros, donc si vous voulez échanger directement avec nous, c'est aussi possible. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur les personnes qui sont intervenues au Curiosity, on sera ravis de faire une mise en relation pour croiser les regards et essayer de s'inspirer et de trouver des bonnes idées. C'est ce qui arrive fréquemment et ça fait naître, même sur des secteurs d'activité qui sont très différents, les problématiques peuvent être similaires et ça permet de faire avancer les choses et de trouver de nouvelles solutions. C'est arrivé lors du dernier Curiosity. Donc n'hésitez pas rencontrer des gens et à explorer justement cet écosystème avec l'intermédiaire du Curiosity ou de clusters d'associations. C'est vrai qu'on l'a pas présenté, j'étais parti du principe en introduction que c'était quelque chose de connu. En fait, Curiosity, à la base, on l'a créé justement pour ce partage entre pairs parce qu'on s'est rendu compte parmi nos clients qu'il y avait des acteurs de l'innovation qui avaient des problématiques similaires et qui pouvaient finalement s'échanger des bonnes pratiques. Et c'est comme ça que le réseau s'est construit. Et maintenant, au dernier événement, on avait plus d'une trentaine de personnes et on voit les collaborations, les coopérations qui se font même entre secteurs et filières. Et enfin, on laisse un temps de questions. Normalement, on a ouvert les micros et les caméras. Donc, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire soit par oral, soit par écrit. Donc, nous, on regarde la conversation Teams, la Q&A, donc n'hésitez pas. Et effectivement, je viens de voir qu'on avait un commentaire, il me semble que c'était plus sur la partie des problèmes Des posés, problèmes, ouais. avec effectivement en rebondissant sur ce ROI qui n'est pas forcément plus faible, mais qui peut être perçu comme plus faible. C'est vrai que la soutenabilité a un peu ce passé, ce passif culturellement de dire en fait on va faire des offres qui se centrent sur les questions de soutenabilité sociale et écologique en oubliant le côté économique. Alors qu'en fait aujourd'hui on voit aussi plein d'initiatives qui ramènent beaucoup d'opportunités économiques tout en prenant en compte ces aspects sociaux et écologiques. Donc c'est vrai que les questions culturelles et de perception sont extrêmement importantes quand on parle de ces sujets. Ouais, et puis on parlait de leadership aussi, de la direction. C'est aussi, on a aussi conscience que c'est des sujets qui doivent être impulsés par le top management et que du coup, bah, c'est à prendre en compte dans leur logiciel. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un des éléments qui avait été mis par un petit de sensibiliser bah, vos directions à ces enjeux-là. Et pour avoir discuté avec différents dirigeants qui avaient fait la CEC et qui ressortaient Mhm. plutôt assez, bah, on va dire en tout cas plus sensibilisés à ça, c'est parfois des outils qui peuvent être utilisés ou pour, voilà, pour se challenger, changer sa vision. En tout cas, essayer d'explorer et d'avancer sur Mhm. ces nouveaux chemins. Et CEC, ça veut dire? La convention des entreprises pour le climat. Et j'en profite aussi pour faire alors pas la pub de Sparkla, mais surtout des méthodologies qu'on utilise. On parlait de freins liés au changement d'usage des clients, des consommateurs et finalement de toutes les parties prenantes. Nous, on prend vraiment avant de lancer des projets de grande envergure, d'aller directement sur le terrain à la rencontre de ses clients, de ses utilisateurs, de ses partenaires, de ses fournisseurs, pour les questionner, essayer de comprendre finalement quels sont leurs usages, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font réellement, quelles sont leurs croyances limitantes aussi parfois, quels sont l'imaginaire qu'ils peuvent construire autour d'un sujet. Et c'est vraiment en commençant par cette étape qu'on peut Mm. s'assurer de proposer des solutions qui
va dire de façon le plus dérisquée possible, pourront être alignés aux besoins et aux croyances et aux imaginaires qui se construisent autour d'un sujet. Donc, si vous voulez en savoir plus, de la même façon, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'en discuter. Et je vois que Marielle lève la main. Oui. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Merci. Alors Bonjour moi, c'est la Marianne. première fois que donc je vous ai rencontré Spark Lab et c'est la première fois que je participe à un événement de ce type. Ma question, c'est donc nous, Groupe CL, on est une entreprise publique locale, donc on a dans l'ADN dire l'intention publique et ce qui va plus par rapport à des groupes privés, j'ai l'impression que la difficulté, ça va être de mobiliser alors que en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour le public. Vous voyez ma difficulté. Et je voulais savoir si vous aviez un peu d'autres établissements publics locaux dans vos entreprises que vous pouvez aider et qui avaient un peu ce même problème de finalement, comme on fait déjà tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien public, et ben on n'a pas à changer de modèle. Vous voyez un petit peu ma question? C'est-à-dire que sur l'autel du bien collectif, finalement, on n'irait pas forcément sur ces enjeux de soutenabilité. On n'ira pas plus loin que la soutenabilité faible, j'imagine. D'accord. Et déjà la réglementation, en fait, déjà si on arrive bien à faire la réglementation, notamment en construction, donc c'est ça, là on est très lié à une grosse, enfin tout ce qu'on fait, dès qu'on bouge, dès qu'on construit, on carbone énormément. Voilà, donc déjà Mm. ça, on a un gros sujet, par exemple. J'aurais envie de dire, évidemment, comme vous êtes un acteur éminemment centré Mm. sur le public, en fait, l'impulsion, et je reprends vos termes, d'aller au-delà des lignes en place, c'est aussi la volonté politique peut-être de vouloir, pour certains, aller au-delà de Mm. ces limites, que d'autres vont rester peut-être plus. Et là, c'est des questions politiques auxquelles nous, on n'est pas confrontés directement. Ouais. Et vous, en tant qu'acteur, j'imagine, vous avez un rôle de sensibiliser ces pouvoirs politiques. Heu, Alors peut-être Mm. compléter, ouais. alors compléter. En tout cas, pour répondre à une partie de votre question, nous, on n'a pas travaillé directement avec des acteurs publics sur ces sujets, à moins que D'accord. j'ai un trou de mémoire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de communautés de communes qui s'emparent de ces sujets Mm. et qui lancent des réflexions autour, par exemple, de la circularité, en disant: «OK, aujourd'hui, quel est mon tissu Mm. économique actuel? Comment est-ce que je vais pouvoir, m'appuyer dessus pour ramener de la soutenabilité?» Non seulement pour des questions de bien-être, évidemment, D'accord. mais également pour des questions économiques aujourd'hui, de se dire: avec tous les changements qui opèrent un petit peu partout, comment je rends ma structure plus robuste à ces changements-là? Mhm. Donc comment je rends ma Ok. communauté de communes? On n'a pas travaillé directement, mais je sais, j'ai déjà vu des exemples passer. Je ne sais pas si ça peut Ok. vous aider du coup de creuser dans cette direction. Bah, en fait, nous, il y a 2 pistes. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte aussi de finances locales qui vont, drastiquement chuter. Donc, on a l'impression que la frugalité va nous amener à creuser des sujets. Donc, il y a ça qui est un petit peu, nouveau. En revanche, moi, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'on fait, en circularité, tout ça, n'a pas de modèle économique aujourd'hui. Donc, dans un contexte de frugalité, on risque de moins en faire, également. C'est-à-dire, Et ben, n'a pas aujourd'hui, de par modèle exemple, moi, économique j'ai des pour opérations qui ont fait, du réemploi. On s'est rendu compte que ça coûtait plus cher et que c'était mmh, mmh, énormément, énergivore, et donc en deuxième étape, on ne le fait pas parce que, ben, là, on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent. OK. Hyper Voilà, donc c'est intéressant un peu comme retour. voilà, c'est pas j'ai pas l'impression que les modèles, que vous avez présentés, finalement sont peut-être plus forts parce qu'ils ont la vraie Mmh. R&D ou, voilà, un peu, c'était pour savoir un petit peu cet axe, des acteurs, publics, comment Est-ce prendre cette question? est-ce qu'il y a pour répondre peut-être à Marielle, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont un peu dans le secteur public et qui ont vécu cette difficulté de se rendre compte finalement, j'aime bien ce retour d'expérience de se dire: «On a essayé d'explorer, ces nouveaux modèles de réemploi Mmh. ou d'économie de la fonctionnalité et on se rend compte finalement que dans les conséquences, en étudiant bien le truc, bah, la vertu est peut-être pas là où on pensait la trouver». C'est ça Oui, bah, que je oui, comprends? oui, là, c'est voilà, on a différents réseaux et où on partage les bonnes expériences, mais on est en train voilà, d'avancer, petit à petit sur ces sujets. OK. Ce que j'entends aussi dans vos sujets, et on en avait discuté, nous avec les labs d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est, un peu un sujet de culture. De se Mmh, dire, aujourd'hui comment on fait pour, faire avec moins, pour engager les bonnes personnes et pas rentrer dans une machine administrative et procéduriale, mmh. qui va nous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Oui, Heu, oui.
Alors ça, là encore, je veux pas faire la pub Spark Lab outre mesure. C'est vrai que nous, c'est aussi quelque chose qu'on pousse. On a des formations, par exemple, à ce qu'on appelle l'effectuation, qui est un état Ouais. d'esprit de se dire faisons avec un peu ce qu'on a sous la main et comment on fait avec ce qu'on a sous la main de manière à réussir aussi nos projets. Donc nous, Ah ouais. on pousse dans ce sens-là et effectivement, c'est une question qui est revenue de plusieurs des acteurs avec Mm. lesquels on discute. Sans qu'on ait D'accord. travaillé sur ces questions-là, donc je ne vais pas dire qu'on est des experts ou Ok. quoi que ce soit, mais c'est une préoccupation qui revient de dire aujourd'hui comment on amène cette culture un petit peu partout pour justement agir de manière frugale, mais aussi agir de manière frugale en étant orienté dans une direction et en maximisant nos chances que ça fonctionne. Ah, c'est Donc, intéressant. Ok. donc voilà, peut-être que en tout cas, le plus qu'on peut vous amener, c'est cette partie culture, acculturation, de qu'est-ce qu'on peut amener, enfin, quelles sont les notions dont on doit prendre en compte, quel est le savoir-être dont on doit faire preuve Ouais. pour réussir dans ces périodes de changement, effectivement, pour le public, on le sait, de frugalité économique. Ouais. C'est vrai que Non, tu non. fais bien de mentionner ce nouveau jeu ludopédagogique qu'on a mis sur pied. Pour ceux qui connaissaient la fresque, on a sorti le jeu de l'esprit d'entreprendre qui est basé sur justement cet état d'esprit de l'effectuation. Voilà, comment agir avec les ressources dont on a à portée de main et quelles nouvelles ressources on va pouvoir agréger pour avancer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois des remerciements. Nous vous remercions à notre tour pour cette participation. Merci Marielle pour ta question à l'oral. Il y avait, oui, un commentaire de Marc qui disait finalement innover dans le cadre de la soutenabilité forte change beaucoup de paramètres, réflexes, axes stratégiques pour les professionnels de l'innovation. C'est ce que vous réussissez à nous transmettre avec ces cas d'usage. C'était bien l'enjeu. Effectivement, j'approuve. Je vois que Julie est en train aussi d'écrire à son tour. Et effectivement, comme le souligne Marc, on est bien conscient, et ce qu'on voulait aussi montrer à travers ces cas, que c'est entre guillemets facile de parler de soutenabilité. La mettre en place, c'est faire bouger un écosystème tout entier. Et faire bouger un écosystème, c'est faire bouger une entreprise, c'est déjà pas facile. Faire bouger ses partenaires, ce qui est encore plus difficile, et puis faire bouger les citoyens, les acteurs publics, prendre en compte les écosystèmes naturels. Donc finalement, tout ça, ça revient à prendre en compte énormément de parties différents, de critères différents. Et comme le soulignait Marielle, outre la difficulté technique de mettre tout ça en mouvement dans la même direction, il y a un côté culturel aussi, de se dire comment on fait pour se rendre compte qu'on doit tous aller dans cette direction. Oui, c'est bien pour ça aussi qu'avec les méthodes on essaie de mettre en place, on ne peut pas se contenter simplement d'un changement de process, de procédure ou d'organisation. Enfin si justement, mais il faut le faire en considérant de quelle culture on vient, dans quel écosystème aussi on baigne, quelles sont nos parties prenantes extérieures. Et c'est en ça que ça fonctionne, c'est quand on se met tous autour de la table en se demandant comment est-ce qu'on peut faire, d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller, qu'on arrive à mettre en place les choses. Là, on ne peut pas résumer ça à un problème technique qui demande une solution technique ou de procédé ou d'organisation. Ça va bien au-delà. Et c'est en ça que les méthodes dites agiles fonctionnent très bien dans ces cas-là. Ok, écoutez, il est 13h10. Je vous propose de clôturer ce webinaire et de vous laisser aller déjeuner. En tout cas, on était ravis de vous accueillir pour finalement, cette deuxième épisode des webinaires Spark Lab. On espère aussi vous accueillir nombreux au prochain Curiosity, qui aura lieu, je le rappelle, le 15 avril. Ce sera à la Maison de l'Environnement à Lyon, sur les modèles d'organisation inspirés du vivant. Donc voilà, encore une thématique qui nous touche à cœur et j'imagine à vous aussi. Merci beaucoup et puis Merci bonne à journée tous. à vous. Merci, au revoir. Fin de l'événement.